Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Jean-Paul Bedbez. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouveau webinaire X-Sursaut. Donc, je vais vous présenter vraiment très rapidement. Donc, vous êtes ancien universitaire, ancien professeur d'université et également vous avez été chef économiste de banque. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler d'un thème passionnant qui est qu'est-ce qu'il y a dans la tête des entrepreneurs, notamment pendant la crise de la Covid et pour préparer le rebond. Voilà, c'est à vous pour votre propos introductif avant quelques questions de notre part. Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'ai trois idées, trois sujets. Un, dans la tête des entrepreneurs, qu'est-ce que les entrepreneurs vivent? Ils écoutent, ils essaient de comprendre ce qui se passe avec les chiffres, les données et la difficulté du monde dans lequel nous sommes. Et deux, pendant la crise du Covid, c'est-à-dire un moment très particulier de l'histoire, qui est une accélération de l'histoire. Et deux, et troisième idée, pourquoi faire? Parce qu'eux, ils doivent agir. Et donc, mon premier point, c'est quelle est la situation et comment, dans la tête des entrepreneurs, on peut en quelque sorte figurer la complexité du monde actuel. Et pour moi, il y a plusieurs choses qui jouent ensemble. La première chose qui joue, c'est la révolution technologique. C'est-à-dire que nous sommes dans une révolution informatique, une autre révolution industrielle, une très grande révolution industrielle, une de celles qui ont refait le monde. Avec une particularité de cette révolution informatique, c'est qu'elle a des coûts marginaux pratiquement nuls ou très faibles. Autrement dit, dès lors que j'ai une idée, une bonne idée, dès lors que j'ai assez d'argent pour en quelque sorte lancer ma start-up, lancer mon programme et que je convainc, à ce moment-là, je peux me développer et je peux développer mes produits à coûts marginaux extrêmement faibles. Ce qui est complètement différent de tout ce qui est les usines traditionnelles où les coûts marginaux étaient croissants et donc il y avait une taille maximum de la boîte. Tandis que maintenant, si on a l'idée que les coûts marginaux sont extrêmement faibles, la taille maximum de la boîte n'existe plus. Je fabrique des monopoles. Et donc, les GAFAM sont la conséquence pratique, visible, comme on le voit aujourd'hui, de cette révolution technologique qui change tout et qui fait que le premier entrant qui gagne peut être le monopole mondial en quelques années. La deuxième révolution qui me paraît extrêmement importante, c'est une révolution géopolitique. C'est-à-dire qu'un entrepreneur doit faire de la politique. Il doit faire de la politique au sens de la géopolitique, avec le monde qui se bipolarise entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis qui sont premiers mondiaux, c'est vrai, mais la Chine qui se développe considérablement et qui un jour les rattrapera. Un jour, c'était prévu en termes de PIB en 2040 et ça sera sans doute beaucoup plus proche. On pense maintenant, avec le Covid, que ça peut être en 2035, peut-être même encore plus tôt. Et donc, la bataille entre les deux PIB est une bataille évidemment très forte. Les États-Unis essaient de faire, on le voit avec Biden, le maximum possible pour continuer à croître et la Chine, évidemment, continue à développer sa propre stratégie avec les routes de la soie, par exemple. La troisième chose qui me paraît extrêmement importante et qui est dans la tête des entrepreneurs, c'est la révolution, en quelque sorte, socio-politique ou socio-économique, pardon, que nous vivons. C'est-à-dire que l'entreprise doit gagner de l'argent, bien sûr, elle doit s'occuper de ses actionnaires, bien sûr, elle doit s'occuper de son comité exécutif, bien sûr, elle doit s'occuper de ses salariés, évidemment, bien sûr, de ses clients, de ses fournisseurs, de l'écologie. Autrement dit, en quelque sorte, les personnels à satisfaire deviennent beaucoup plus compliqués qu'avant. Autrement dit, la maximisation du profit classique existe toujours. C'est-à-dire que, grosso modo, une entreprise ne peut pas faire des pertes, bien sûr, mais la maximisation du profit comporte dans sa fonction une série d'arguments qui sont extrêmement complexes et qu'il faut tous prendre en considération parce que s'il y en a un qui manque, on veut avoir le risque d'une réaction d'un réseau, par exemple, et qui met à bas l'ensemble. Donc, on a dans la tête des entrepreneurs l'idée que le monde change parce que la technologie change, le monde change parce que la géographie des pouvoirs change, le monde change parce que la géographie des pouvoirs
à l'intérieur de l'entreprise et au sein de l'entreprise et entre entreprises est en train aussi de changer. Donc voilà ce qui est en quelque sorte en train d'occuper les esprits des patrons, les pauvres. Deuxième idée, deuxième thème, à mon avis, pendant combien de temps est-ce que tout ceci peut durer? Et c'est toute la question. On vit une accélération de l'histoire et on s'est dit ça durera quelques mois. Certains qui connaissent Grégoire le sait, quand les gens parlaient de la période post-Covid, j'ai dit jamais. Ce sera de l'avec-Covid. Parce que nous n'avons pas l'idée qu'il va y avoir une césure, comme une espèce de coupure de l'histoire, et qu'on oubliera la période et qu'on oubliera la crise que nous vivons aujourd'hui. Cette crise fabriquera des entailles profondes dans la façon de fonctionner. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, d'ailleurs, on se rend compte que les choses deviennent de plus en plus compliquées et qu'au fur et à mesure que le temps passe aussi, on voit des expérimentations, des solutions pour essayer de trouver des solutions. Alors, à l'heure actuelle, la première chose que l'on voit dans ce pendant, c'est évidemment la dépendance que nous avons par rapport à la Chine et par rapport à l'Asie sur une série de produits. Et on voit à quel point nous avons une dépendance qui n'est pas simplement médicale, ce n'est pas simplement les masques, c'est également une dépendance profonde en termes géopolitiques, en termes stratégiques, en termes de sécurité, en termes militaires. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nous ne pouvons pas nous soigner aisément et nous ne pouvons pas non plus nous défendre. Autrement dit, l'idée qui apparaît aujourd'hui d'autonomie stratégique de l'Europe est en train d'apparaître comme étant un étrange concept. C'est-à-dire que cette autonomie stratégique, autonomie, mais ma chemise, est-ce que ça fait partie de l'autonomie stratégique de l'Europe? Pas vraiment. En revanche, les mécanismes de soins, les mécanismes de cybersécurité, sans doute. Autrement dit, il va falloir que je fasse un tri dans ce que je fais et dans ce que je fais faire pour savoir ce qui est effectivement stratégique et ce qui est d'une certaine manière non stratégique et faire en sorte, troisième idée, de voir dans tout ce que je trouverai qui est stratégique, comment je fais. Est-ce que je le fais faire en France? Est-ce que je le fais faire en Europe? Est-ce que je le fais faire à proximité à l'Est? Est-ce que je le fais faire au Maghreb? Autrement dit, quelles sont les chaînes de production, les chaînes de valeur que je dois restructurer en termes de proximité, en termes de shoring, de nearshoring ou de smart shoring? Donc, on voit bien que l'entrepreneur est en train de revoir la façon dont il fonctionne. En même temps, et c'est là que les choses jouent en même temps que le temps passe, et c'est le passage entre mon deuxième point et mon troisième, c'est que plus le temps passe, plus on voit bien que les gens sont conscients, au fond, des complexités du système et que l'entreprise devient un écosystème lui-même plus complexe et qui doit en quelque sorte convaincre à l'intérieur et à l'extérieur de ce qu'il fait et des difficultés qu'il rencontre. Autrement dit, le pendant, plus le temps passe, plus il est problématique en termes de révélation des difficultés et des fragilités, plus en même temps il aide pour essayer d'expliquer les difficultés à résoudre et d'une certaine manière à convaincre. Ceci me permet de passer, si vous me permettez, au troisième point. Comment je rebondis? Bien, d'abord, je rebondis en étant gros. En étant gros, c'est-à-dire en me donnant les moyens d'être gros. Si on est dans une révolution technologique, ce que j'ai dit au début, si on est tout petit et que l'on n'innove pas, que l'on n'avance pas, que l'on ne dépose pas des brevets, la messe est dite. Et donc, il faut que je sois gros. Il faut que je sois gros avec des innovations, avec des ingénieurs. Il faut que je sois gros en achetant des brevets, en déposant des brevets, en achetant d'autres d'ailleurs, et donc en allant voir très vite les marchés financiers. Nous avons donc une accélération à la fois technique, technologique, scientifique et financière pour avoir une place
dans le système. On voit bien à quel point aujourd'hui, on est avec les SPAC, par exemple, qui sont des enveloppes, je ne sais pas si vous avez, des enveloppes en quelque sorte secrètes, de style faites-moi confiance. Moi, je m'appelle Grégoire Postelvinet, faites-moi confiance, envoyez-moi des milliards et j'achèterai des choses. Ne vous inquiétez pas, ce sera très bien choisi. Et donc, les milliards arrivent. On dit aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de SPAC est bête, quoi. Et comme à l'époque, quelqu'un disait, quelqu'un qui n'a pas de Rolex est idiot. Mais on voit bien à quel point on a une spacisation de l'économie parce que l'on a beaucoup d'argent, c'est vrai, beaucoup d'argent liquide qui cherche de rentabilité, beaucoup d'argent liquide qui cherche de rentabilité et s'il veut acheter des bons de trésor français, c'est moins 0 quelque chose. S'il veut acheter des bons de trésor américains, c'est 1,7. Mais s'il veut vraiment avoir quelque chose de plus intéressant, il faut aller ailleurs dans tout ce qui est innovation. Et donc, on voit bien à quel point il faut trouver, pour l'entrepreneur qui veut rebondir, des innovations, des pôles d'innovation, des groupes d'innovation, des clusters, des pôles de compétitivité et marier très vite ces pôles de compétitivité avec de la finance. Troisième élément, et j'arrête là-dessus, donc des idées, donc des sous, donc des patrons. Et je pense que le thème est ce qu'on appelle la scalabilité, si vous voulez, ou la montée à l'échelle, qui me paraît extrêmement importante. Ce qui fait la différence et ce qui fera la différence, c'est la capacité à grandir vite. Alors, bien sûr, pour grandir, il faut avoir des idées, je l'ai dit, il faut avoir de l'argent. Oui, il faut avoir également des cadres. Et on voit bien à quel point, si vous voulez trouver 10 millions, ça va. Si vous voulez 500 millions, c'est autre chose. Si vous voulez 5 milliards, c'est autre chose. Et donc, la capacité à gérer des très grandes entités, c'est ça qui fera la différence aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans les têtes des entreprises, dans les têtes des entrepreneurs, il faut qu'ils prennent d'une certaine manière en compte ce monde complexe qui bouge, ce monde qui bouge avec la crise du Covid, qui est l'accélérateur durable des changements, et qui les pousse, eux, à trouver des idées, à des ingénieurs, deux, à déposer des brevets ou à l'acheter, à trouver de l'argent avec de bons patrons. Et en essayant de convaincre autour d'eux pour fabriquer un écosystème stable et d'une certaine manière crédible. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Medbez, pour cette excellente introduction. Alors, je vais commencer par poser deux, trois questions, notamment… des questions simples, s'il vous plaît. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Donc, première question de Hortense dans le chat. Pourriez-vous développer sur la dépendance militaire et en termes de sécurité par rapport à la Chine? Vous voulez que je fasse un batch ou une par une? Faisons 3 par 3. 3 par 3, ok, excellent. Alors, aussi, donc, notamment avec Hortense et aussi Bertrand, on avait discuté hier de quelques questions. Donc là, c'est des questions notamment de Hortense et moi. Alors, il y avait aussi peut-être de manière microéconomique, on voit qu'il y a une évolution en termes de sectoriel avec des secteurs qui souffrent et des secteurs qui s'en sortent mieux. Alors, est-ce que vous pensez que ça va être difficile disons, analyser cette situation, notamment en termes de secteur pour les entrepreneurs? Et j'inclus aussi des grands mouvements de fond comme la transition écologique ou peut-être le fait qu'il y a aussi de l'entrepreneuriat social qui se développe. Donc, comment les entrepreneurs ils vont s'adapter à cette nouvelle donne facilement? Et troisième élément, troisième question, c'est là, on a vu qu'il y a eu un soutien massif, notamment par les PGE, par la BPI. Est-ce que du coup, ça va être plus difficile, disons qu'en régime de croisière, pour les entrepreneurs, pour lever des fonds? Parce que l'État a tellement soutenu qu'il va peut-être moins soutenir dans les prochains trimestres. Merci à vous. J'avais demandé des questions faciles, monsieur. D'accord. Donc, première idée, le militaire. Vous avez fait une école de militaire et donc moi je suis dans le civil, donc c'est pas tout à fait particulier, pas tout à fait pareil. Vous avez davantage compétitif. La Chine veut se développer dans un terrain militaire, comme ailleurs. Simplement, pour le moment, évidemment, les États-Unis sont de très loin la grande puissance militaire mondiale.
Et ils sont partout. Ils sont partout en Europe, historiquement, ils sont partout autour du Japon. Et d'une certaine manière, me semble-t-il, j'ai écrit un livre récemment là, sur les problèmes des routes de la soie. La Chine veut se développer dans deux endroits, me semble-t-il. Le premier, c'est autour de la mer de Chine. Et le deuxième, essayer de trouver, grâce à ces réseaux multiples, l'Afrique et autres, pour en quelque sorte se développer et être en dehors des territoires gérés, surveillés par les États-Unis. Grosso modo, la Chine, me semble-t-il, ne veut pas avoir va faire la folie, en quelque sorte, de la Russie et de partir dans une guerre des étoiles qui avait épuisé à l'époque la Russie. Je pense qu'ils veulent sélectionner les endroits dans lesquels ils veulent intervenir et en quelque sorte avoir une logique de contrôle. Plus du go, en quelque sorte, que du poker et même que des échecs. Donc une logique d'entourage en essayant de trouver des endroits névralgiques. La deuxième chose qui se passe en termes militaires, c'est que la guerre militaire, elle se gagne par les civils, si vous permettez. Ou plus exactement avec un nommé Sun Tzu, elle se gagne par les espions. Autrement dit, c'est la capacité des États, de la Russie avant et maintenant de la Chine d'avoir des informations et de collecter des informations qui fait et qui fera sa différence, à mon sens. Troisième idée, ils ont donc, dans cette logique Sun Tzu, ils sont partout. La Chine est partout en choisissant des terrains sur lesquels elle peut avancer, en particulier maintenant le maritime, qui, à mon avis, sera un lieu extrêmement important. Les nouvelles guerres, me semble-t-il, enfin, je ne suis pas spécialiste, enfin, me semble-t-il, seront maritimes. Si vous regardez ce qui est sorti la semaine dernière, l'Angleterre a sorti une sorte de présentation de ses axes de développement et elle a dit qu'elle allait évidemment développer les dépenses militaires au-delà de 2% du PIB, bien sûr. Elle va réduire son armée de terre et elle va développer sa mer. Elle va développer ses capacités maritimes, plus ses capacités d'espionnage. Ses capacités d'espionnage, en particulier d'espionnage, disons ça, d'écoute des câbles sous-marins. Donc on voit bien à quel point les dépenses sont en train de changer. Il me faut des espions et il me faut des espions nouveaux. Par rapport à ça, les États-Unis développent des gros tickets, mais je pense d'abord, les écarts sont de 1 à 5, je crois, de mémoire, entre les dépenses militaires américaines et les dépenses militaires chinoises. Et donc la Chine n'a pas les moyens de rentrer dans cette logique-là. Elle peut simplement trouver des endroits qui sont des endroits de blocage et des endroits qui sont névralgiques pour elle. J'ajoute que, et ça c'est extrêmement important, la façon américaine de répondre est toujours problématique. Vous dites, je n'aime pas, par exemple, je n'aime pas l'Iran, et donc je fais des sanctions contre l'Iran. D'accord. Qui paye? La classe moyenne iranienne. Qui soutenait, d'une certaine manière, des évolutions de l'Iran? Cette masse, cette classe moyenne. De façon telle que quand vous avez en quelque sorte des interventions militaires, elles sont d'une certaine manière des interventions de sanctions, elles sont très globales et elles ne sont pas targetées particulièrement. D'une certaine manière, c'est difficile. De la même manière, tout le monde regarde ce qui se passe à Taïwan et tout le monde se dit que pour le 100e anniversaire, a priori, du Parti communiste chinois, donc en 1949, donc dans 7-8 ans, le rêve chinois, c'est d'unir le pays. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se développer? Sachant que à Taïwan, il y a quelque chose qui s'appelle le TSMC, qui fabrique des chips de quelques nanos et qui, seul de son espèce, sait le faire.
Donc, s'il y a bien un endroit qui est le plus fragile du point de vue technologique mondial, c'est là. Alors, Trump avait demandé à TSMC d'installer une usine aux États-Unis, moyennant 25 milliards de dollars. Je pense que c'est en cours, personne n'en parle trop, mais la dépendance que nous avons en France, par exemple, et en Europe, par rapport à ces chips est extrêmement importante. Donc là, en quelque sorte, par rapport à votre première question, je suis trop long sur les tensions, en quelque sorte, entre nous et la Chine. Fondamentalement, c'est une capacité, capillarité, en fait, d'avoir des informations. Ensuite, pour les Chinois, de les traiter et d'agir dans des endroits qui sont névralgiques. Deuxième question sur le problème sectoriel, écologique, social. D'abord, la grande différence sectorielle, c'est services versus industrie. On a vu avec la crise que les services traditionnels en particulier se sont effondrés de l'ordre de 3/4 et que l'industrie a baissé de 10-15%, par exemple en Allemagne. Donc, quand vous avez quelque chose qui est à la fois industriel et serviciel, ça va à peu près. Et quand vous avez en particulier des industries suffisamment solides pour gérer autour d'elles des services, ça va. Quand vous avez une économie qui est très servicielle, comme par exemple les économies du Sud, vous avez quelque chose qui s'effondre et qui est irrémédiable. Vous devez visiter le Parthénon. Si le Parthénon est fermé, vous regardez des images, c'est tout. Autrement dit, donc, les écarts de sensibilité au choc de nos économies sont énormes. Par rapport à ça, vous me dites comment va évoluer donc l'économie, et l'écologie et le sociologique. L'écologie, fondamentalement, tout le monde en fait. Simplement, c'est un problème de temps. Si vous me dites, vous avez 5 ans pour rentabiliser, je ne fais rien. Si j'ai 15 ans, je peux faire des choses. Et donc, l'écologisation, le processus d'écologisation de l'économie se développe partout, mais se développe en fonction du temps. La deuxième chose qui se passe avec ce processus d'écologisation, c'est qu'il se fait de manière concurrentielle. Si vous me dites il faut que nous réduisions l'empreinte carbone, très bien, mais ceux qui consomment le plus à l'heure actuelle par tête, ce sont les Américains et l'Arabie saoudite, mais ils n'ont pas beaucoup de tête. Et la Chine se développe beaucoup en masse, mais pas par tête. Et quand elle va se développer nécessairement, elle va d'une certaine manière avoir un effet considérable pour faire remonter la quantité produite de CO2, alors que quand bien même nous-mêmes, nous arrêterions de faire quoi que ce soit, nous ne pourrions pas compenser. Donc il y a des effets de crowding out qui se mettent en place et de complémentarité et d'organisation. Et tout ceci, pour le moment, n'est pas vu, étant entendu que pour des raisons politiques, pour que tout le monde signe l'accord de Paris, on n'a pas trop précisé au fond les capacités et les itinéraires. On voit bien maintenant que quand on s'approche, quand on demande aux Chinois où en êtes-vous, ils disent oui, on avance, mais ça peut être un peu plus loin, les dates ne sont pas les mêmes, etc. Donc il y a un problème de mesure et pour essayer d'avoir les signatures, on a d'une certaine manière fait une impasse sur les mesures et on a fait un deuxième impasse également sur qui est le pollueur qui s'adaptera. A priori, c'est nous. Mais si on s'adapte beaucoup, on disparaît en même temps. Troisième thème, le problème sociologique. C'est qu'effectivement, nous avons de plus en plus les entreprises à but multiple, à mission et autres, qui sont plus compliquées que les missions traditionnelles Friedman, du style maximisation du profit. Simplement, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que dans la logique du profit, il faut faire entrer plus d'intervenants, mais en même temps, il faut convaincre plus de gens. Or, ce qui se passe, c'est que si tout le monde est d'accord sur le fait que les entreprises sont à mission et doivent intervenir et doivent intégrer plus d'éléments,
le passage à l'acte n'est pas clair. Parce que le passage à l'acte, c'est qu'il faut que nous ayons des économies plus résilientes. Les économies plus résilientes sont celles qui innovent plus, premier point, qui, de certaine manière, sont plus efficaces, deuxième point, qui, troisième point, réduisent leur fragilité majeure, qui sont le vieillissement et le passage à la retraite. Autrement dit, on dit il faut absolument que nous soyons sociétaux, d'accord. Simplement, on a toujours des grands sentiments et le passage à l'acte est toujours extrêmement difficile, à la fois économiquement et politiquement, parce que l'on a des grandes idées, mais que les conséquences pratiques de ces grandes idées sont toujours difficiles à mettre en place, quoi. Troisième thème sur les PGE et la BPI. La BPI a été en perte l'année dernière, pour la première fois de sa vie, mais elle a eu une vie brève, tout simplement parce qu'elle n'avait pas un vrai choix. C'est-à-dire que quand vous avez une économie qui s'effondre, vous avez effectivement des difficultés. Simplement, n'oublions jamais que l'économie européenne, de façon générale, a perdu 7% de PIB avec le Covid, et que les États-Unis ont perdu 3% de PIB et que la Chine a ralenti à 2% de PIB, plus 2% de PIB. Autrement dit, nous avons vécu en zone euro un des pays, une des zones qui a le plus perdu. En France, nous avons perdu à peu près 10% de PIB, avec évidemment la fragilité que nous avons, qui est une fragilité sectorielle et en plus industrielle. Donc les deux se sont mis en place, ce qui fait que effectivement, faute de quoi, faute de solution, nous avons soutenu les entreprises à bras le corps en leur faisant des financements, des financements à moyenne et longue durée, qui ne cessent de s'allonger. Simplement, ce qu'on ne dit pas, c'est que les conditions que nous avons pour faire des crédits dépendent de Christine Lagarde, qui dépend elle-même de l'Allemagne. Je ne suis pas très subtil dans ces remarques, mais quand nous avons à l'heure actuelle le quantitative easing qui se développe et se développera nécessairement, et par exemple, si vous écoutez ce qu'a dit Mme Lagarde hier ou avant-hier, en disant les taux d'intérêt américains se mettent à monter. Donc, nous, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette contagion, nous allons acheter plus de bons du Trésor en zone euro. Ça veut dire en français plus de bons du Trésor italien et espagnol, et un peu français, mais fondamental espagnol et italien. Vous voyez bien que nous avons un problème particulier et qu'il faut derrière que l'Allemagne accepte que ce soutien se mette en place, parce que c'est elle qui, derrière, est la contre-garantie des achats qui se mettent en place. Donc, nous avons effectivement, nous, en zone euro et en France, des conditions de crédit qui sont favorables, mais qui sont de moins en moins favorables et qui deviendront de moins en moins favorables au fur et à mesure que les taux d'intérêt se mettront à monter aux États-Unis et que les gens qui épargnent diront tiens, pourquoi je n'achèterai pas des bons du Trésor américain? C'est quand même mieux que les bons du Trésor français, puisque 1,7, c'est mieux que moins 0,2. Donc on voit bien à quel point nous avons des questions et que la conflictualité que nous avons est géopolitique et donc monétaire et financière. Merci pour ces excellentes réponses. Alors, je crois que Bertrand Lépinois avait aussi des questions pour vous et je lui laisse la parole. Merci. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. J'ai peut-être deux ou trois questions beaucoup plus simples. J'ai compris que vous préfériez les questions simples. Oui, s'il vous plaît. Oui. Merci. Mais en redécortiquant le triptyque de votre titre, dans la tête des entrepreneurs, quels sont selon vous, de quelle manière on peut optimiser les prises de décision chez les entrepreneurs, que ce soit les équipes et les dirigeants, entre la dimension rationnelle et la dimension psychologique? La prise en compte de la psychologie est fondamentale en économie, en macroéconomie et en microéconomie aussi, bien sûr. Alors ça, c'est un peu le premier volet. Le deuxième volet, si vous me permettez, s'appuie sur le mot rebond que vous utilisez, préparer le rebond. J'ai envie de dire, ma première
mon premier sentiment, c'est qu'il faut beaucoup plus que du rebond. On en sera tous d'accord, je pense, mais pour relancer véritablement, il faut arriver à réduire ou à stopper les désynchronisations des chaînes de valeur, des filières, des secteurs, des pays. Et on sait bien, on constate, parce que c'est excessivement difficile sûrement, qu'il y a une absence ou une faiblesse très grande de coordination internationale. On peut le voir sur la thématique de la vaccination, par exemple. Donc, comment, et ça renoue sur un troisième volet, qui sera le dernier, si vous me permettez, c'est le niveau de confiance. C'est-à-dire que pour arriver à se resynchroniser, se désynchroniser, ça n'a pas été compliqué, ça a été fatal. C'est comme des pierres qu'on lance dans le ciel et elles retombent là où elles retombent. Et il faut arriver à les faire remonter, à reconstruire l'avion qui vole, avec ses capacités de vol. Et ça suppose un niveau de confiance. Comment, dans le contexte que l'on connaît, combien de temps, à votre avis, ou de quelle manière, ou comment vous voyez cette capacité à passer du mot rebond au mot relance? Et je n'ai même pas parlé du plan de relance, qui lui-même en soi contient bien des questions. Voilà. Merci. Merci. Première idée, raison et psychologie. La réponse est simple. Il est rationnel de prendre en compte la psychologie. Si vous ne convainquez pas, vous n'avancez pas. Autrement dit, l'idée ou la conviction sur le plan est décisive pour le succès du plan. Enfin, grosso modo, c'est l'idée que, en fait, c'est la façon dont je vais parler, expliquer, convaincre différents partenaires qui fera que peu à peu, les idées, vont évoluer et s'arranger, bien sûr, mais que ça passera. Hein, donc, c'est l'intendance qui doit précéder. Intendance au sens des idées, des pensées. Donc, si je ne comprends pas que nous sommes dans un monde de plus en plus psychologique, de plus en plus incertain, de plus en plus demandeur de confiance dont vous parlez, à ce moment-là, je ne peux pas avancer parce que je fais peur. Je fais peur ou je ne fais pas assez, ou je ne réduis pas assez la confiance. Autrement dit, à l'heure actuelle, raison et psychologie sont de plus en plus liées. Et donc, j'ai raison de faire attention à la psychologie. Deuxième idée, la rebond. Vous avez vu que je suis en permanence dans la tête des entrepreneurs quand je fais de la microéconomie. La macroéconomie, je verrai après. C'est-à-dire que je ferai après quand l'INSEE fera les calculs, quand le FMI travaillera. Un entrepreneur, il fait de la microéconomie. Bien sûr, il prend en compte un cadrage, il prend en compte une espèce de voie moyenne. Mais lui, il est dans son coin, dans son dossier, dans son trip. Et donc, ce n'est pas le rebond économique qui l'intéresse, c'est son rebond. Et il peut imaginer que le rebond, la somme des rebonds fabriquera un rebond. Il peut toujours l'imaginer. Mais ça n'est pas tout à fait son sujet. Il peut essayer de fabriquer autour de lui, en quelque sorte, un écosystème qui va développer et faire en sorte que son rebond va se développer, fabriquer une espèce de zone qui va se développer autour de lui et croître et embellir. Autrement dit, je suis plus microéconomique que macroéconomique. La macro suivra, mais le micro est là. C'est pour ça que d'une certaine manière, je suis dans le rebond et que mon rebond est à la fois technologique et financier. Vous avez bien vu. Grosso modo, tout le monde, quand vous lisez la presse, on dit « Oh mon Dieu, les entreprises financières, les entreprises industrielles s'endettent, c'est grave, docteur. » Ben non, c'est pas grave. Il y en a qui, c'est grave pour celles qui s'endettent et se surendettent, ce sont les zombies, bien sûr. Mais en même temps, si moi j'ai des idées, si moi, il faut que je m'endette. Parce que c'est maintenant ou jamais que je trouverai des ressources pour aller plus vite qu'en besogne. Autrement dit, il y a à l'heure actuelle une course à la dette des bons et des pas bons, c'est vrai, mais une course à la dette des bons. Et on voit bien à quel point, à l'heure actuelle, quand je parlais des SPAC, je fais confiance à quelqu'un, M. Xavier Niel par exemple, en disant, lui, il a le flair et il trouvera.
Et donc, je lui trouve, je parie que d'une certaine manière, il va rebondir et qu'il m'aidera à rebondir. Donc, on voyait bien à quel point le rebond, pour moi, est un rebond microéconomique et peu à peu, au fur et à mesure que l'économie se développera, à ce moment-là, le nuage d'oiseaux se reformera, qui est aujourd'hui complètement déformé. Autrement dit, il y a aujourd'hui des cassures profondes dans l'économie, dans les secteurs, etc. Ça, c'est clair. La France, des archipels, on voit ça partout, mais c'est partout vrai. Ça s'appelle une crise, une polycrise. Bon, mais c'est parce que les choses, peu à peu, iront mieux, parce qu'il y aura des entreprises qui auront avancé plus vite que les autres et qui entraîneront les autres, que peu à peu, j'aurai une espèce de configuration plus favorable macroéconomique. Donc, le nuage d'oiseaux se forme à partir d'un ou deux oiseaux qui attirent les autres. Je n'ai pas dit que c'était génial, hein, mais je n'imagine pas d'autre façon de fonctionner, sauf de passer à une économie administrée. Troisième idée, la confiance dont vous parlez, la confiance est effectivement minimum à l'heure actuelle. Minimum tout simplement parce qu'il y a des écarts, chaque fois que l'on dit le vaccin va marcher, quelqu'un dit il ne va pas marcher, etc. Donc, aucune pensée en quelque sorte, aucune pensée autorisée, scientifique. Avant, on ne croyait pas aux économistes. Bon, mais heureusement, maintenant, on est rejoint par les médecins. Ça va. Donc, il y a une concurrence, il y a une concurrence dans l'incompréhension. Voilà. Il n'y a pas que nous qui nous trompons. Mais ce qui se passe, d'une certaine manière, c'est que les hommes, les entrepreneurs, eux, s'expriment peu. Et d'une certaine manière, certaines avancent. Il y a des erreurs, il y a des catastrophes, il y a des scandales, comme toujours. Hein. Mais d'une certaine manière, il y a eux également qui sont en train d'avancer. Ceux qui sont les plus silencieux, ce sont les syndicalistes. Et dans le monde actuel, ceux qui ne parlent pas, ce sont les syndicalistes. Personne ne parle, aucun syndicaliste ne dit finalement au fond, il faudrait allonger la durée du temps de travail, il faudrait allonger la période avant d'être à retraite, il faudrait essayer de mesurer et d'essayer d'avoir des salaires qui pendant quelque temps seraient stabilisés, quitte à avoir des upsides en termes de profit. Donc le silence incroyable que nous avons est d'une certaine manière celui des corps constitués ouvriers, hein, ouvriers et cadres. Et je pense que c'est ça qui est important. Et donc, pour revenir à cette question sur le problème de confiance, nous avons quelqu'un qui, enfin, les entrepreneurs qui parlent peu parce qu'ils font attention, et les salariés et les salariés, les représentants des salariés qui ne disent rien. Et je pense que ça fait partie des éléments qui entretiennent la défiance. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que Bertrand, tu veux continuer avec d'autres questions ou... Ouais, j'avais peut-être un petit rebond, un vrai rebond celui-là, un rebond de façade. Il va y avoir un filtre très puissant dans vous parliez de dette, dette d'urgence, et il y aura des dettes de développement. Il va y avoir un filtre très puissant entre la sortie progressive et difficile des PGE, 135 milliards d'euros pour 660 000 boîtes, PME et ETI, vers un package d'une vingtaine de milliards d'euros destiné à une dizaine de milliers d'entreprises qui sont destinées à avoir effectivement des vrais projets de développement. Et on va dézombifier. Donc, comment vous voyez ce passage, cette transition? Ça va être une transformation de la structure des ressources longues financières des entreprises. On est dans le cadre des renforcements de fonds propres, on est dans le cadre des médiations de crédit, on est dans le cadre de cette restructuration, car il est bon de s'endetter, oui, si on a des projets dont le taux de rentabilité est supérieur au taux d'intérêt, hein, on est en pleine micro. Donc, comment vous voyez, quelles sont vos pensées sur ce qui risque d'être pas mal tragique pour une levée de dossiers de PSE, de procédures collectives, de chômage, etc., et de gestion au niveau du pays, tout ça. Comment ça interagit avec vous, avec
avec la sortie vertueuse qu'on attend tous un jour? D'abord, il faut toujours regarder ce qui marchera ou ce qui pourrait marcher. Étant entendu que la tératologie, à savoir la recherche des monstres, on trouvera, on a des journalistes pour ça. Ce qui se passe effectivement, vous avez raison, c'est que nous avons effectivement beaucoup de PGE et en face, une espèce de sentier qui se met en place, qui est étroit, volontairement étroit, pour faire en sorte que l'autosélection se mette en place. Mais en face, il y a effectivement beaucoup d'épargne. Et j'ai écrit différents papiers, dont un est sorti mardi, je crois, dans Atlantico, et puis il a été repris aussi, j'ai repris déjà dans ma propre lettre, sur l'idée de fabriquer un produit qui s'appellerait épargne action ou Covid action, qui serait limité à 10 000 euros par personne pour acheter des actions d'entreprises cotées ou non cotées par personne. Parce que tout le monde dit, avez-vous remarqué que les Français ont épargné? Oui, j'ai remarqué que pendant qu'ils ne sont pas partis en vacances, ils ont épargné. Ça ne m'a pas échappé. Ensuite, j'ai eu des études qui ont été critiquées par des gens qui n'avaient pas lu, comme très souvent, à savoir les gens qui ont épargné sont les gens qui sont riches. Une étude du CAE est sortie à partir de, je ne veux pas être trop long, d'une enquête auprès du Crédit Mutuel, je crois, en disant qu'effectivement, les 2 derniers déciles épargnants, ce sont ceux qui ont les revenus les plus élevés. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quand, mon cher Bertrand, vous n'allez pas au sport d'hiver ou à Chamonix, vous épargnez. Ça, c'est vrai. Bon. Ce n'est pas pour autant que cet argent-là, vous ne l'utiliserez pas différemment. Et 2, ça n'est pas pour autant que je vais vous le prendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 milliards à peu près d'épargne par trimestre qui apparaît. On va vers 200, 250 milliards à la fin de l'année. Et cet argent-là, quelqu'un dit, tiens, c'est bien, 250 milliards, c'est rigoureusement l'argent dont on a besoin. Les entreprises ont besoin de 50 milliards de fonds propres, etc., le vert, le bleu, tout ça. On a besoin d'argent. Et l'argent est là. Et l'argent, d'ailleurs, il n'est pas d'ailleurs dans les caisses d'épargne, puisque les caisses d'épargne sont bourrées. Il est fondamentalement dans les banques. Mais cet argent qui est dans les caisses d'épargne ou dans les banques, il sert. Il finance les entreprises, il finance une activité. Et donc, il faut absolument dire que l'épargne actuelle est une épargne en quelque sorte contrainte, faute de dépenses. C'est une épargne de riches, si l'on veut. En fait, c'est une épargne de service. Et il est extrêmement important, à mon avis, de la canaliser, pas lui faire peur, de la canaliser pour lui donner d'autres solutions. Je n'ai pas dit obligatoirement fléché, comme on dit, pour les PME, etc. Je suis plutôt libéral, enfin, je me soigne. Et donc, il faut faire en sorte d'inciter des gens qui ont des ressources à aller là-dessus. C'est pour ça que j'ai parlé de 10 000 euros en disant c'est pas énorme, c'est pas confiscatoire, c'est pas obligatoire, c'est comme on veut. Et j'ai ajouté que ces 10 000 euros seraient nets d'impôts sur 10 ans, net d'impôt de plus-value sur 10 ans, pas déductible de l'ISF ou de l'IFI, de quoi que ce soit. Non, non, que les gens qui ont de l'argent mettraient 10 000 euros, dans 10 ans, ils vendent, et dans 10 ans, s'ils ont gagné, c'est bien, s'ils ont perdu, c'est pas bien, c'est tout. Tout simplement pour essayer de détourner une partie de ce surplus d'épargne vers les entreprises qui en ont besoin. Ce surplus d'épargne, qui vient donc de la consommation de services pour une bonne part, a des effets très négatifs sur la consommation, bien sûr, et sur la croissance. Nous avons une surépargne et une sous-activité. Et le drame, c'est que aussi longtemps, si les entrepreneurs se disent ah, cet argent-là va rester, et donc d'une certaine manière, c'est perdu, ils vont eux-mêmes réduire leur propre activité. Ils vont dire, bon, la croissance française, c'est pas 2, c'est pas 1,
c'est 0,7. Et si les entrepreneurs français se disent que la croissance française, c'est 0,7, ils vont agir pour que ce soit en fonction des 0,7 et on aura 0,7. Et c'est là que je retrouve mon nuage d'oiseau. Donc, il est, à mon avis, extrêmement important de faire en sorte que on donne des aspirations et que l'on dise à côté de la BPI, à côté des prêts garantis, à côté du fait qu'il y aura des pertes, bien sûr, qu'il y aura des upsides, et que ces upsides, ce sont des entrepreneurs qui devront ouvrir le capital. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que si les entreprises, s'il y a des gens qui financent, je ne sais pas moi, Covid PME, hein, par exemple, et qui financent Amundi ou autre Covid PME, à ce moment-là, Amundi trouvera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sociétés à soutenir. Et puis les autres diront pourquoi pas moi? Et à ce moment-là, ils ouvriront leur capital, ils ouvriront leur fonds propres en disant que le voisin, il l'a fait. Je crois beaucoup, si vous voulez, à l'envie, ça aide. Enfin, on appelle ça la concurrence, mais c'est pareil. C'est intéressant, si tu peux revenir sur ce que vous dites. Il y a un frein massif qui est connu de tous, qui est cette défiance majeure des actionnaires dirigeants, fondateurs, à ouvrir leur capital dans les PME en général. Et donc, c'est pour ça que ça s'est même traduit dans le plan de relance, comme vous le savez, par le fait qu'on a longtemps parlé depuis septembre dernier jusqu'à peut-être février, on parlait encore d'obligations convertibles, donc de capacité à ouvrir, de donner des fonds longs, 8 ans, mais convertibles in fine, des obligations, quoi, tout simplement, convertibles. Et on n'en parle plus, ce ne sont plus que des obligations subordonnées pour non dilutives. Et c'est souligné 3 fois, ce qui prouve qu'il y a une espèce de résonance de la part de l'offre de crédit, de ressources, vers une demande rétive. Et on est très loin du compte, donc on est très, très loin du compte. Monsieur Lépinois, il y a un truc qui s'appelle les lobbies. C'est-à-dire que quand Bercy a une idée, Bercy a des idées, Grégoire Bercy n'a que des idées, mais certaines lui sont soufflées. Et d'une certaine manière, quand les entrepreneurs disent « je préfère rester chez moi », on va trouver des règles qui font que ce sera plutôt chez soi qu'on les aidera. Et donc, effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est une conception étroite qui ne marche pas. Simplement, ce qui se passe, si on est bête, nous, c'est pas grave. Il n'est pas nécessaire que tous les autres le soient. Et donc, à côté du plan de relance dont vous parliez, il y a le plan de relance européen, qui à l'heure actuelle un tout petit peu calminé, mais qui peut se développer, et va se développer. Et quand certains verront qu'il y a des entreprises qui auront trouvé des financements et des solutions ailleurs, peut-être qu'il faut se bouger. Mais effectivement, le capitalisme français que nous avons est un capitalisme, un petit capitalisme dans lequel nous disons il nous faut des Mittelstand, il nous faut des ETI. Simplement, les ETI, il faut ouvrir le capital. Et si vous voulez être chez vous, eh bien, vous serez chez vous, virgule, seul. Merci Jean-Paul. Et donc voilà, Grégoire avait quelques questions aussi. Merci. En fait, j'ai cru comprendre qu'il y en avait 3 par personne, mais je peux faire plus court. D'abord, il y a la question d'orienter les masses d'épargne vers la prise de risque et les actions qui a été déjà traitée en citant les SPAC, en citant le projet de livret épargne. Je voulais juste revenir une seconde là-dessus. Qu'attendre de cette épargne-action? 10 milliards, 30 milliards, ordre de grandeur. Deuxième question. 30. Bon. Deuxième question, sur les formations supérieures, parce qu'en fait, un des effets de la crise, c'est tout de même de reconfigurer beaucoup ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et donc des besoins de formation et d'adaptation à la nouvelle donne d'un grand nombre de métiers. Et donc, fait-on suffisamment d'efforts en l'occurrence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, comment est-ce qu'on attire les talents internationaux, sachant que les États-Unis avaient perdu sous Trump une partie de leur attractivité, mais qu'il n'est pas exclu que les moyens qui sont mis en termes de plan de relance chez eux vont créer une nouvelle forme de concurrence. Et puis, il n'y a pas que.
Et le troisième point, il y a trois ressources rares. Il y a la finance, il y a les hommes et les femmes compétents, et puis il y a les technologies. Et ça amène à l'autonomie stratégique, dont on a évoqué les aspects avec le numérique, c'est-à-dire le cyber, le calcul, l'intelligence artificielle, la 5G, l'espace. Et puis sur l'énergie, l'Union européenne est dépendante à 53% des importations d'hydrocarbures, ce qui n'est pas le cas ni des États-Unis ni des autres. Donc là, il y a des choses. Sur ces aspects d'autonomie stratégique, ma question, c'est les États-Unis, à côté d'une relance keynésienne à 1900 milliards, viennent d'annoncer une relance par des infrastructures. Quid de l'Europe? Est-ce qu'on en fait suffisamment en l'occurrence? Est-ce qu'il faut espérer que les entreprises européennes pourront participer à la manne américaine ou bien est-ce qu'il vaudrait mieux investir davantage chez nous? Ça me paraît une question qui est encore ouverte. Merci. Je réponds. Quand j'ai dit 30 milliards, c'est parce que j'ai supposé que fondamentalement les Français répondaient, une partie des Français répondaient et remplissaient leur livret A, leur livret Covid, comme ils ont rempli leur livret A. Je signale pour le livret A, quand j'entends que c'est un livret populaire, c'est complètement faux. Hein. C'est un livret de cadre âgés et 5% à peu près, hein, 5% du nombre des livrets A représente à peu près 30 ou 40% de la masse collectée. C'est donc les gens qui ont des livrets, dès lors qu'ils ont 65 ans, l'ont rempli. Donc ça n'est pas populaire, c'est un produit de personnes âgées qui ne bougent pas jusqu'à la mort, hein, à peu près. Je caricature, mais c'est ça l'idée. Donc nous avons en fait, avec le livret A, une dette perpétuelle. Le livret A est un emprunt perpétuel français qui rapporte, qui coûte rien, pas grand-chose. Et donc j'ai l'idée de fabriquer par rapport à ça, de pousser à ce que des personnes se mettent à aller vers le risque et qu'on les rémunère. Et je pense que la question de Grégoire sur les problèmes de rémunération et d'attraction et d'attractivité est là. C'est-à-dire que grosso modo, les gens qui sont salariés d'Apple sont richissimes. Richissimes. De la même manière, les autres, c'est-à-dire que grosso modo, la capacité de distribuer des actions dans des boîtes qui vont se développer sans être multiplié par 1000, hein, par 10, 20, etc., est une forme importante de l'enrichissement. Sur longue période, l'action est quelque chose qui surclasse tout le reste. Donc, je ne vois pas pourquoi nous passerions à côté et pourquoi nous passerions à côté de cette forme de rémunération. C'est-à-dire que pour attirer des bons esprits, il faut d'une certaine manière, évidemment les payer, mais leur donner aussi des upsides en termes de stock options. Autrement, ils ne viendront pas. Ils resteront chez eux. Chez eux ou aux États-Unis, un professeur d'université américain est payé entre 5 et 10 fois un professeur d'université français, hein, indépendamment des conférences qu'il peut faire, bien sûr. Donc, ceci est un ordre de grandeur pour justement comprendre pourquoi est-ce que les bons esprits vont là où est le bon argent, comme toujours. Pour ce qui concerne les problèmes d'autonomie stratégique, ça a développé, je pense qu'il faudra qu'on soit beaucoup plus clair sur ce qu'on appelle autonomie stratégique. Parce que tout, comme je disais tout à l'heure avec ma chemise, mais tout n'est pas autonomie stratégique. Il faudra alors bien qu'on dise ça c'est stratégique et ça, donc ça doit être financé et aidé en tant que tel. Et par exemple, vous, avec les fonds que vous collectez, vous pourriez aller là. Ça n'est pas stratégique. Donc, il va falloir bien un jour avoir le courage de dire ça c'est stratégique, ça ne l'est pas. Tout n'est pas stratégique, vous le savez bien. Et les États-Unis, eux, ont une logique qui est effectivement de se développer et de s'étendre.
Tout à l'heure, Grégoire a parlé de notre ami Biden keynésien, mais la relance d'infrastructures est tout aussi keynésienne. Tout aussi keynésienne. C'est-à-dire que le multiplicateur keynésien, à court terme, je finance avec des chèques, qui est en fait de l'hélicoptère monnaie par chèque, se trouve avant Keynes, il y a eu le Kuhn, je crois, qui était l'économiste théoricien du multiplicateur d'investissement. Et ce que fait Biden, c'est ça. Biden est en train de mettre 900 milliards, je crois. Et puis ensuite, il la fera parce qu'il s'est rendu compte que donc, 2000, pardonnez-moi. Et donc, il s'est rendu compte que la capacité du Congrès à absorber 3 000 milliards est un peu difficile. Et donc, il fera des morceaux. Donc, il aura ça, puis ensuite, il aura la santé, puis ensuite, il aura d'autres choses. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'il est en train d'aspirer l'épargne mondiale. Et quand je dis d'aspirer l'épargne mondiale, c'est parce que je suis poli. Il aspire l'épargne de certains pays d'Asie et il aspire l'épargne allemande. Oui. Autrement dit, c'est l'Allemagne qui, pour une part, finance le plan Biden. Et pourquoi est-ce que l'Allemagne finance le plan Biden? Parce que le quantitative easing de Mme Merkel, qui d'une certaine manière générale et généreux, fabrique des fonds qui sont peu ou pas rémunérés. Pour une part, ces fonds se retrouvent au Luxembourg et quand ils cherchent quelque argent, on leur dit, écoutez, cher ami, ou bien vous placez à moins 0 quelque chose, ou bien vous placez à plus 1,7. Donc, d'une certaine manière, sans que ce soit à ce point-là dit, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, l'Europe et le soutien européen à la Banque centrale européenne soutient aussi les États-Unis. Simplement, ce que je dis, vous ne le verrez nulle part. Merci beaucoup. C'était très clair. Il est 15h59, donc on est pile dans le temps qu'on s'était imparti d'une heure. Donc, on est très heureux de cet échange. Nous, on a énormément appris. En tout cas, moi, j'ai énormément appris de votre intervention. C'était passionnant. Voilà. Donc, on vous remercie beaucoup au nom des participants. Et voilà, la vidéo sera très bientôt disponible pour les membres d'X-Sursaut, les polytechniciens et au-delà. Et je vous enverrai le lien. Faites des pleins sursauts. Hein. Et voilà, on va faire des gros sursauts. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.